Donc, il faut enlever tous ces irritants-là. Il faut créer des espaces qui soient hyper fluides, dans lesquels tu te sens productif, efficace, donc ça marche, tu arrives à ton bureau, c'est confort, il n'y a pas trop de bruit. Tu crées ces conditions-là. Et ça, c'est des millions de détails à gérer pour que tout se passe bien. La température soit bonne, qu'il n'y ait pas trop de bruit, etc. Il faut travailler sur beaucoup de détails. J'ai même un client, Reda de chez Ledger, qui a poussé le truc jusqu'à mettre du réseau et du Wi-Fi dans les cages d'ascenseur. Que si par exemple tu reçois un appel en arrivant, ça coupe pas quand tu montes, et c'est super chiant, tu es obligé de rappeler, etc. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Cruveillé et je reçois aujourd'hui Martin Sauer. Bonjour Martin. Bonjour Sarah. Merci d'être venu me rendre visite. Ouais, avec grand plaisir, très très content. Tu es donc le cofondateur de Sleen. Ouais, exactement. Et animateur d'un podcast qui s'appelle l'After Workplace, donc tu es chez toi là, quasiment. Ouais, j'adore, mais c'est un petit stress d'être de l'autre côté du micro aussi. Ça change cool. Ouais, ça change pas mal, ouais. Et donc c'est un podcast qui raconte tout haut ce qui s'échange en one-to-one sur le workplace, donc les environnements de travail, si j'ai bien... Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu dans la même idée que ton podcast, finalement, c'est de créer des conversations finalement assez informelles pour raconter la vraie vie. Il y a toujours un peu un problème avec toutes ces tables rondes où tout est merveilleux, tout se passe bien, et finalement, alors que dans la vraie vie, il y a plein de choses qui se passent pas si bien que ça, et c'est bien d'en parler, c'est bien de partager pour renforcer l'écosystème finalement. Donc tu as fait des études que tu estimes, et là je te laisse juge, peu glorieuses. Tu trouves ta voie en intégrant à 19 ans les équipes e-commerce de Manutan en alternance. Une belle histoire qui commence à s'écrire à partir de ce moment-là, parce que finalement tu restes 15 ans. Tout à fait. Et tu intègres le comité de direction du groupe pour y piloter la transformation numérique. Exactement. Alors tu as fait ensuite un passage rapide chez Solocal, où finalement tu décides de te lancer finalement dans l'entrepreneuriat plutôt. Tu vas, je pense, nous en parler. Tu crées Sleen. Avec Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette en 2020. C'est ça. Et tu viens donc de fêter tes 5 ans. C'est ça que j'ai compris. Effectivement, et tu fondes Sleen un mois avant l'épidémie du Covid. Donc, pas simple pour une start-up qui a l'ambition de transformer l'aménagement du bureau. On se projette très très bien dans cette période. C'est ça. Un défi dans le défi, je pense. Ouais, complètement. On en reparlera sûrement, mais c'est vrai que c'était... Lancer une boîte sur un marché, on dit beaucoup que le timing est important. Pour le coup, c'était raté de ce point. Ouais, mais complètement indépendant de votre volonté, vraiment. C'était pas un problème de réflexion. Voilà. Et donc, cette épreuve, parce que je pense que quand on démarre une boîte, c'est peut-être une épreuve, ça devient finalement une opportunité. Parce que depuis 5 ans, vous êtes toujours là et vous aménagez les bureaux de start-up comme Mistral AI, Miracle, je pense, ou Alan, mais aussi des grands groupes comme Alliance. Donc, toi, évidemment, tu es passionné d'environnement de travail, tu aimes aussi explorer, tester, innover, et que les bureaux contribuent toujours à plus de collectifs, de bien-être en général des équipes. Et par ailleurs, dans la vie, tu es papa de bientôt 3 enfants, et tu es passionné d'ultra trail, qui est la fameuse course à pied en montagne. Ouais, c'est exactement ça. Magnifique. Très bon résumé. Comment on se connaît ? Alors, en fait, il se trouve que... Pardon. Voilà pourquoi le verre d'eau. Frédéric Sauvageau, qui est venu dans le podcast, a dit j'aimerais bien entendre ce que Martin a à dire sur l'expérience collaborateur. Et donc, j'ai exaucé son vœu. Et merci Frédéric, si tu nous écoutes. Exactement. Nous, on a un rituel. Je te propose de piocher une carte mystère et de me la tendre. Et je vais te poser la fameuse question mystère, qui ne va plus être un mystère du coup. Le soir, comment fais-tu pour bien terminer ta journée ? C'est une bonne question, ça. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que dans l'entrepreneuriat, déconnecter, c'est probablement un des trucs les plus difficiles. J'essaye au maximum de pouvoir faire un peu d'activité physique. Soit, comme tu l'as dit, je fais pas mal de courses à pied, soit je m'entraîne. Ça me fait une vraie coupure. Soit je fais beaucoup de vélo et donc je fais du vélo, soit pour rentrer du boulot, soit j'essaye de faire des étirements, du yoga, des choses comme ça avant de me coucher. Ouais. Mais j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement parce que finalement c'est presque la seule manière pour vraiment déconnecter, pouvoir passer plus dans un mode sommeil parce que le sommeil est très important pour moi et aussi pour être présent pour les enfants.
Vraiment, parce que ça a été un de mes plus gros challenges, je pense, d'entrepreneur, c'est de la vraie présence, pas juste physique, mais mentale. Et quand tu as beaucoup de choses dans la tête, c'est pas toujours simple. Donc je dirais l'activité physique est pour moi, quelle qu'elle soit, pas forcément intense, mais le meilleur moyen pour transiter vers des moments plus familiaux et des moments pour soi, au sens lire et dormir. Ouais, décharger le mental en passant par le corps. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Très bien résumé. Ta définition de l'expérience collaborateur? C'est une super bonne question. Je pense que c'est pas simple. En tout cas, la mienne, c'est vraiment... Pour moi, finalement, on parle beaucoup d'expérience client, collaborateur, etc. Et finalement, c'est toujours un peu la même chose, même si les domaines d'application sont différents. Moi, déjà, je travaille beaucoup à retirer un maximum d'irritants. C'est-à-dire que pour qu'une expérience collaborateur soit bonne, il faut enlever déjà des irritants. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera bonne, mais si tu enlèves tous les irritants du quotidien, eh ben, tu vas déjà pouvoir prendre plus de plaisir, plus de confort dans ce que tu fais. Donc, dans le monde moi, ce que je fais, c'est des trucs bêtes, mais s'assurer que tu es bien installé, s'assurer que ton Wi-Fi marche, que ton open space ou ton bureau n'est pas trop bruyant, qu'il va faire la bonne température, etc. Donc, c'est vraiment, je dirais, la base. Et après, une fois que tu as retiré tous ces irritants, tu crées des moments, j'appelle ça à chaleur ajoutée, où tu vas vraiment créer des souvenirs. Et pour moi, l'expérience, c'est ça, c'est finalement quels souvenirs tu crées. Et donc, si je reprends des exemples dans le bureau, c'est ces moments que tu vas vraiment garder en souvenir. Typiquement, un one-to-one qui s'est super bien passé avec ton manager, un moment de convivialité sympa, justement, si je prends l'exemple de la course à pied, tu as été courir avec tes collègues, c'était très bien, un atelier de travail où tu sens que tu as été hyper productif. Donc c'est trouver tous ces moments d'intensité, où tu vas créer de l'intensité finalement dans l'expérience, et qui sont très souvent des sujets de relations humaines, où tu vas pouvoir créer des souvenirs. Et le dernier point dans l'expérience collaborateur, qui est souvent un élément qui n'est pas assez adressé, c'est des moments clés de ta vie dans lesquels ta boîte va pouvoir hyper bien y répondre. Très souvent, on parle de l'onboarding. C'est vrai que c'est un moment clé, mais c'est pas le seul. Et surtout, il y a plein de moments de vie personnelle dans lesquels tu peux créer des super expériences. Typiquement, si je prends mon cas, je vais bientôt être à nouveau papa. C'est des moments de ta vie où ton orga et ta tête est complètement bouleversée. Comment est-ce que tu fais pour accompagner les parents dans ces moments-là ? En particulier les mamans, dans lesquelles il y a aussi tout le sujet de l'allaitement, etc. Comment, quand tu prends un nouveau poste, tu deviens manager par exemple pour la première fois, comment tu es accompagné dans ces moments-là ? C'est des moments de stress, tu prends une équipe, tu as plein de challenges, on attend beaucoup de toi. Comment est-ce que tu es accompagné là-dedans ? Donc comment, à certains moments clés, tu vas pouvoir créer justement une expérience qui est optimale, dans laquelle tu sens qu'on s'occupe de toi, qu'on t'accompagne dans ces moments-là. Et ça, je trouve que quand on réussit à très bien adresser ces trois piliers-là, je pense que tu crées une expérience où tu crées de l'engagement, tu crées de la rétention, tu crées de la marque employeur, enfin tu crées tous les bénéfices qu'on connaît réellement. Après, c'est difficile parce que c'est des millions de détails à mettre les uns et à aligner, mais c'est aussi ça qui fait le ciment et qui fait que c'est aussi passionnant. Ouais. L'allaitement, ça me fait penser, on avait une collaboratrice chez Xelia qui effectivement nous avait témoigné, parce que nous on fait de la modulation du temps de travail, et donc elle avait souhaité allaiter assez longtemps son enfant, et donc elle avait organisé son planning, et donc c'était rendu possible par cette modulation du temps de travail, et elle avait dit que ça avait vraiment participé à une bonne expérience de nouvelle maman, parce que c'était la première fois qu'elle avait un enfant, et elle m'avait témoigné que vraiment ça avait considérablement amélioré son expérience en termes de stress, de ses convictions, et qu'on avait pu contribuer à répondre à ses convictions. Mais c'est sûr, c'est des moments en fait où tu as besoin de flexibilité sur ton temps de travail, tu as besoin d'être réellement réaccueilli dans ton entreprise parce que tu n'as pas été là pendant plusieurs mois, tu as besoin aussi des fois de groupes de parole. Il y a des boîtes qui font ça, je trouve ça génial,
où tu as les parents entre eux qui parlent de leurs problèmes, qui se donnent des conseils. Et rien que le fait finalement de savoir que tu n'es pas tout seul. Super bonne idée. Je trouve que c'est génial, c'est hyper facile à mettre en place. Il y a même pour ceux qui ont Teams ou Slack, ils créent des canaux de discussion entre parents, de partage, des fois de trucs hyper futiles. Mais au final, j'ai vu l'autre fois sur un groupe d'une boîte, ils se prêtaient les cosy parce qu'ils n'avaient pas de cosy pour partir en vacances, quoi. Et je trouve que c'est un petit problème logistique en moins à gérer. Donc c'est un bon exemple, tu vois. La maternité, on parle beaucoup du fait qu'il y a entre guillemets une crise démographique en France, mais finalement, comment, en tant qu'entreprise, t'accompagnes le fait que ça va être fluide et, pour les mamans, évidemment, mais aussi pour les papas, parce que on sait que les papas doivent de plus en plus s'investir dans la maternité. Et donc, il faut aussi que les boîtes s'accompagnent. Il y a le sujet du congé paternité, mais pas que. Et tu as raison, quelque part, pour les entreprises, c'est une forme de responsabilité sociale. Donc, c'est aussi potentiellement dans les programmes RSE ce que tu évoques. Donc, potentiellement. Et tu crées, et encore une fois, c'est une responsabilité sociale, c'est une conviction sociale, mais aussi tu crées beaucoup de bénéfices à côté qui sont pour moi hyper tangibles, même d'un point de vue purement économique. Donc, je l'ai dit dans ta bio, tu as eu en gros 2 expériences en tant que salarié. Qu'est-ce qui, dans ton expérience collaborateur, l'a rendu suffisamment riche d'un côté pour que tu y restes 15 ans dans la première entreprise et peut-être beaucoup moins de temps dans la deuxième. Voilà, qu'est-ce qui a joué pour toi? Moi, tu l'as dit, et c'est moi qui le dis, j'ai fait très peu d'études et j'étais vraiment pas fait pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui s'éclate dans l'action et pas trop dans la théorie et d'en faire les choses. Et c'est vrai que chez Manutan, j'ai trouvé une boîte d'entrepreneurs. C'est une boîte familiale, très belle ETI française. Très tu redis succès. Peut-être qu'est-ce que ça. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Céline? Peut-être si on fait un petit peu on revient peut-être à la genèse. Qu'est-ce que fait Céline? Et du coup, on va comprendre aussi par rapport à Manutan aussi peut-être. Ouais, donc nous ce qu'on fait chez Céline, c'est qu'on fait de l'aménagement de bureaux. Donc on travaille avec effectivement tout type de boîtes, que ce soit des PME, des startups, des grands groupes qui ont des locaux à aménager ou à réaménager. Et donc, on va s'occuper de la partie architecture, de la partie mobilier, de la partie travaux. On fait des projets clés en main. Et on a développé notre propre ligne de mobilier. 100% fabriqué en France, réparable, circulaire, avec un maximum d'usage. Et donc, aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment ça. Et notre vision, c'est de créer des espaces qui soient totalement évolutifs pour s'adapter en permanence aux besoins des équipes et des organisations, plutôt que d'avoir des choses qui sont complètement figées, finalement, sur lesquelles on n'a aucune souplesse. Et évidemment, avec une démarche éco-responsable forte. Et ce que fait Manutan, c'est un peu le pionnier de la vente par correspondance, donc sur catalogue, pour les professionnels. Donc un peu l'équivalent de la Redoute, mais avec plutôt des chariots, des tables, des chaises, des vis, des chaussures de sécurité. C'est un très gros catalogue. Et maintenant, évidemment, en digital. Ça a été ma mission pendant longtemps de faire ça. Et c'est une boîte qui est présente sur une vingtaine de pays, qui fait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires maintenant, et qui s'adresse plus qu'aux entreprises, mais aussi beaucoup aux collectivités. Et c'est une boîte qui est détenue par la famille Guichard. Et donc c'est vrai que moi je suis arrivé au tout début des équipes e-commerce en 2003. Et qu'est-ce qui a fait que j'y suis resté si longtemps? Alors c'est évidemment une succession de plein de choses, mais si je dois retenir quelques éléments, la première c'est que j'ai eu un mentor qui m'a suivi pendant 15 ans, qui m'a challengé, coaché, appris énormément de choses. Dédicace à Pierre-Olivier Brial, qui est aujourd'hui DG adjoint du groupe, et dans lequel il y a énormément de choses que je sais et que je fais aujourd'hui qui sont vraiment grâce à lui. Vraiment, je le remercie, et ça, je pense, c'est très important. Je pense qu'il n'aurait pas été là, je ne serais pas resté aussi longtemps. Le deuxième élément, c'est une culture de boîte résolument centrée sur l'humain et le long terme, et donc qui te donne et moi qui m'a donné la liberté de pouvoir faire plein de choses, le droit de me tromper, le droit de
de dire pardon plutôt que demander la permission. On entend souvent ça dans les boîtes et c'est rarement réellement le cas. Et moi, j'ai joué plein de fois le pirate parce que je pensais que c'était pour le bien fondé de la boîte. Et tout le monde savait que quand je faisais des choses, c'était parce que j'étais résolument convaincu de ça. Plein de fois, je me suis trompé, mais j'avais cette intention-là. Je travaillais jamais pour moi, je travaillais pour la boîte. Et finalement, j'ai pu jouer l'intrapreneur d'une certaine manière, de plein de manières. Et ça, c'était vraiment fort. Et le dernier point, c'est vraiment un environnement de travail au sens large. Donc évidemment, les locaux, un campus avec beaucoup d'installations sportives et une intention du collaborateur très forte, ce qui fait que vraiment, tu as créé les conditions pour pouvoir te sentir bien, progresser, créer du lien avec les autres, des soirées incroyables où vraiment que tu gardes en mémoire pendant très longtemps. Je me souviens, une petite anecdote, je suis arrivé donc en alternance, j'avais 19 ans, je suis arrivé à la holding, je suis arrivé en septembre, et en décembre, on me dit, il y a la soirée de Noël. Je découvre ce que c'est que la soirée de Noël, et tu te dis, putain, c'est génial, une soirée et tout. Et en fait, c'est placé, et je suis installé à côté du PDG du groupe. Alors là, toi, t'as 19 ans, limite, t'as dû acheter une chemise pour venir à la soirée. et on te dit, t'es assis à côté de Jean-Pierre. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est incroyable. Enfin, j'étais hyper stressé. Et en fait, j'ai jamais passé une soirée aussi marrante. Une demi-heure après, on était limite debout sur les tables à tourner les serviettes, quoi. Enfin, c'était... Et en fait, c'est lui qui demandait à avoir les alternants à côté de lui pour comprendre, pour voir, pour intégrer, etc., etc. Et là, après cette soirée, je me suis dit, je pense que c'est une boîte, je vais rester longtemps. Tu vois, je pensais pas du tout pouvoir dire ça avant. Mais, et là, 4 mois après, tu sentais que tu pouvais dire ça. Tu sens que tu as une culture où tu dis, OK, tu te sens bien, quoi. Tu peux nous donner quelques exemples? Justement, tu dis que c'était une boîte profondément humaine, avec des valeurs. Du coup, ça se manifeste comment dans le quotidien de collaborateurs? Enfin, d'ailleurs, dans ton quotidien, ça se manifestait comment? Ça se manifestait... alors, déjà, dans les décisions structurelles de la boîte, tu sens que tout est orienté sur le long terme. C'est une boîte qui doit délivrer des résultats, hein, comme toutes les... Mais dans les décisions... tu vois, si je prends un exemple, quand ils ont décidé de déménager, ils ont créé un campus dans lequel ils ont créé une université d'entreprise. Et qui est finalement un très grand bâtiment qui intègre 2 étages d'espace plutôt orientés sur le développement personnel et un centre sportif dans lequel tu as 2 terrains de squash, un mur d'escalade, un gymnase, 2 salles de sport, enfin, une vraie décision à long terme. Et ils ont décidé de mettre cet espace-là pile poil à mi-chemin entre l'entrepôt pour les populations logistiques et le tertiaire, donc les bureaux. Et structurellement, architecturalement, tu as le même distance à faire pour le... Et c'est que... Voilà, je donne cette petite exemple-là. Des attentions. Des attentions et des réflexions centrées sur l'égalité, sur l'inclusion. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis fait plein de potes au centre sportif qui étaient manutentionnaires, etc. Mais quand tu es en short, tu sais pas qui quoi. Et d'ailleurs, Xavier, qui est le président actuel du groupe, lui, il fait pas mal de sport aussi. Et en fait, il était là comme tout le monde. Donc, tu avais plein de choses comme ça. Et un autre exemple, une politique RH, justement, où les augmentations étaient discutées collectivement entre managers pour savoir comment se répartissaient intelligemment les enveloppes d'augmentation, avec des vrais critères objectifs. Donc, beaucoup d'éléments qui font que l'humain, finalement, était au cœur, dans son bien-être grâce à toutes les infrastructures, mais aussi dans le management. Et beaucoup de formations managers, ils ont créé dans l'université justement une formation manager et pas un truc sur catalogue. Moi, j'ai participé à la co-création de la formation, donc il y avait un socle théorique, et en fait, on a complètement ajusté pour que ça réponde parfaitement à la culture. Et donc, tous les managers passent par cette formation
pour avoir vraiment des pratiques managériales les plus harmonisées possibles. Alors j'entends qu'il y avait une belle culture, hein, c'est Ouais. vraiment ce que tu nous témoignes, et en même temps, j'ai entendu que tu as dit, si mon mentor n'avait pas été là, je ne serais peut-être pas restée aussi longtemps. Donc qu'est-ce qui fait quand même que lui a contribué vraiment plus, malgré la belle boîte que c'est, hein. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière, pour toi en tout cas. Ouais, moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure culture du monde, à un moment donné tu crées des liens avec des gens qui te tirent vers le haut au quotidien. Et en tout cas moi, pour ma personnalité et mes attentes, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment comment, finalement, en 15 ans, j'ai fait peut-être 7 jobs différents. Tous les 2 ans, j'avais un nouveau challenge, ce qui me remettait du gaz pour te réinvestir et te redonner de l'énergie là-dessus. Et Pierre-Olivier a énormément contribué à ça. C'est quelqu'un qui est à la fois, je dirais, réconforte, te met en confiance, mais en même temps qui est très exigeant et qui te tire beaucoup vers le haut. Et qui pense toujours à te dire, tiens, je vais lui proposer un challenge qui est probablement un peu trop élevé pour lui, mais qui est atteignable. Et il a toujours travaillé comme ça avec moi, et ça a beaucoup contribué au fait de rester longtemps, parce que, en tout cas, moi, pour rester longtemps, j'aurais jamais pu faire 15 ans le même job. Ça, c'était impossible. Et même dans le job, j'avais besoin de challenges très réguliers. Et ça, je pense qu'il faut il faut un référent qui soit garant. Alors, j'ai eu plein de managers différents, mais Pierre-Olivier a toujours gardé un œil sur moi et a toujours veillé à ce que j'ai ce petit challenge qui soit qui me drive et qui finalement met en fait, du coup, tu mets toute ton énergie dans un challenge et tu réfléchis pas à aller voir ailleurs. Il y a aussi j'entends, enfin, de ce que je comprends, c'est de la promotion interne, parce que finalement, tu es arrivé alternant, tu as fini au comité de direction. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une forte, enfin, c'est ça que je comprends, une forte promotion interne. Complètement. C'est dans la majorité des cas, ils préfèrent valoriser des talents internes. Ils ont créé d'ailleurs, depuis que je suis parti, un programme jeunes talents. Ils ont aussi créé tout un programme de gens à haut potentiel. Et ils font confiance justement à faire des paris sur même des gens qui faisaient des reconversions, pas du tout. Moi, je suis toujours resté à peu près dans le même secteur qui était digital, mais il y a plein de gens qui ont fait des virages à 90 degrés dans leur carrière grâce à cette logique-là. Et c'est vrai que mon niveau d'études, parce que j'ai un niveau d'études de BTS, etc., n'a jamais été un sujet. Alors que je sais que dans plein de boîtes, ça peut être un frein de se dire, c'est bizarre, il a fait quoi comme étude Et dans la deuxième expérience, tu restes, je ne sais pas combien de temps tu restais, mais de ce que je comprends, assez peu de temps, proportionnellement, mois, bien sûr, par rapport à Manuton, 15 ans. Ouais. Ben justement, qu'est-ce qui fait que tu es resté aussi peu de temps? C'est vrai que je suis arrivé chez Solocal, donc, qui est le groupe qui détient Page Jaune. Ça parlera un peu plus dans une période de profonde transformation. Parce que, évidemment, l'actif Page Jaune était un peu moins valorisé, une situation financière assez compliquée. Et je suis arrivé avec cette énergie de me dire, je vais faire ce que j'ai fait chez Manutan, c'est-à-dire vraiment transformer le modèle d'un point de vue digital. Sauf que je suis arrivé dans une boîte qui n'était pas du tout avec le même type de gouvernance. Et j'ai voulu faire un peu ce qui avait bien marché chez Manutan, c'est-à-dire faire l'intrapreneur. Et ça a été très compliqué. Je me suis heurté à une culture très différente, plus de politique, plus d'enjeux personnels là-dedans, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux justement dans cette transformation. Donc tout le monde était un peu en train de chercher sa place, ou des fois protéger son précaré. Et en fait, j'ai eu quelques situations dans lesquelles j'ai vraiment senti que cette culture n'était pas adaptée pour moi. Je m'éclatais pas du tout là-dedans. Je passais presque plus de temps à essayer de convaincre ou à protéger mes arrières qu'à faire. Et là, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et il y a un autre élément qui a beaucoup joué, c'est qu'en fait, je pense que j'avais fondamentalement envie de lancer ma boîte et j'avais pas le courage. Et je pense que là, ça m'a aussi un
ouvert les yeux sur le fait de me dire, en fait, il faut que tu montes ta boîte, il faut que tu te lances là-dedans. C'est ça que tu as profondément envie de faire et que tu étais presque trop confort chez Manutan pour accepter de sauter le pas. Et là, tu as une situation moins confort pour toi et donc c'est le moment de te lancer. Donc ça a été le petit coup de pied aux fesses finalement, un mal pour un bien. Ouais, exactement. Moi, je le vois comme ça et j'ai passé des très bons moments chez Solocal. J'ai gardé plein de super contacts avec des gens là-bas. Mais c'est vrai que le contexte et l'approche m'a ouvert les yeux sur mes envies profondes. Et finalement, je pense que j'avais pas suffisamment aussi regardé de quoi j'avais réellement envie. Donc chez Sling, tu l'as dit, hein, tu conçois des espaces de travail qui améliorent globalement le bien-être et la performance des collaborateurs. En quoi, d'ailleurs, pour toi, un bon aménagement de bureau joue un rôle dans l'expérience collaborateur? Parce qu'on peut dire juste, tu mets du vert, c'est la couleur de l'espoir, ou je ne sais. En quoi il y a vraiment un enjeu de performance globalement? Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, justement pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau et en quoi l'environnement impacte le cerveau. Et si je fais très très simple, on parle beaucoup dans les neurosciences de la fameuse dopamine, ocytocine, endorphine, etc. On entend beaucoup ces mots-là. Si je fais très simple, toutes ces hormones-là, elles nous font faire des choses. Et après, il y a le cortisol, qui est l'hormone plutôt du stress, mais qui a aussi plein de bons aspects, parce que le cortisol, c'est grâce à elle qu'on se réveille le matin, ce qui nous met en mouvement. Et c'est grâce aussi à elle qu'on court beaucoup plus vite quand il y a un danger que normalement. Donc c'est aussi une hormone intéressante. Mais si je fais très simple, si je prends la dopamine par exemple, elle va nous faire quelque chose. Alors des fois, c'est elle qui nous fait rester sur notre téléphone très longtemps, mais elle va aussi, quand on est passionné, nous faire activer plein de choses. Et le cortisol, lui, va nous faire procrastiner, va nous faire fuir, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que il faut travailler sur les deux quand tu crées un espace de travail. Il faut enlever, je le disais un peu tout à l'heure, il faut enlever tout ce qui est irritant, parce que ça te prend de la charge dans ta tête. Ça te crée un peu du cortisol. Tu arrives dans une salle de réunion, le truc marche pas, ça te crée du stress, ça te met pas dans les bonnes conditions pour pouvoir faire ta réunion, qui des fois peut être aussi un peu stressante, parce que tu dois partager des choses à des clients ou autres. Donc il faut enlever tous ces irritants-là, il faut créer des espaces qui soient hyper fluides, dans lesquels tu te sens productif, efficace, donc ça marche, tu arrives à ton bureau, c'est confort, il n'y a pas trop de bruit, tu crées ces conditions-là. Et ça, c'est des millions de détails à gérer pour que tout se passe bien. La température soit bonne, qu'il n'y ait pas trop de bruit, etc. Il faut travailler sur beaucoup de détails. J'ai même un client, Reda de chez Ledger, qui a poussé le truc jusqu'à mettre du réseau et du Wi-Fi dans les cages d'ascenseur, que si par exemple tu reçois un appel en arrivant, ça coupe pas quand tu montes, et c'est super chiant, tu es obligé de rappeler, etc. Donc il y a vraiment ce travail-là qui est important. Et ça, c'est beaucoup d'empathie pour comprendre tous les parcours des équipes, les parcours des visiteurs, les parcours des candidats, les parcours des fois des VIP, quand il y a des boîtes qui accueillent des personnalités ou autres. Et ça, c'est vraiment comprendre chaque détail et bien travailler chaque détail. Après, l'autre point, c'est finalement comment tu crées cette... C'est pas parce que tu as un Wi-Fi qui marche que tu crées de la dopamine, quoi. C'est la base, mais comment tu crées de la dopamine? Et ça, c'est vraiment comment tu crées du lien avec les gens. Comment tu crées des espaces dans lesquels tu vas pouvoir créer du lien, soit en petit comité, en grand comité, de manière formelle, informelle. Et beaucoup créer des espaces de vie, créer de la vie dans le bureau, créer une âme. Et ça passe évidemment par des espaces cafétéria qui sont bien pensés, des espaces dans lesquels tu peux créer des événements, des espaces dans lesquels tu vas pouvoir faciliter ce que j'appelle les micro-communautés, donc que ce soit autour du sport, les gens qui aiment bien courir ou faire tel ou tel sport, mais aussi ceux qui aiment bien faire la cuisine. Enfin, tu vois, comment tu favorises l'émergence de ces micro-communautés dans lesquelles les gens vont pouvoir créer du lien au-delà de leur centrage pro. Et là, tu crées ces fameux souvenirs. Là, tu crées cette fameuse dopamine et l'ocytocine et je compare beaucoup ça à la pyramide de Maslow, où tu as les trucs de base,
qui sont la sécurité, le confort, etc. Et plus tu montes, plus tu as le sentiment d'appartenance, l'accomplissement de soi, etc. Et là tu commences à travailler sur ces aspects-là qui sont plus profonds et très en lien avec la culture de la boîte et son modèle managérial, parce que l'environnement de travail, au sens bureau, ne va être qu'un outil au service des collaborateurs, des managers, de la direction à animer. Et donc, si tu comprends très bien cette culture, bah, tu peux traduire ça et créer l'outil ou la boîte à outils la plus efficace possible par rapport à la vision et à ce qui fonctionne réellement dans la boîte. Et ça, c'est passionnant parce que tu touches quelque chose qui est, là, pour le coup, beaucoup moins palpable, concret, sur lequel il n'y a pas de méthode miracle, mais beaucoup d'itération. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, nous, on a une vision de flexibiliser et de rendre les espaces beaucoup plus évolutifs, justement pour accompagner ça, pour pouvoir tester des choses, et parce qu'aussi les cultures et les organisations, elles évoluent constamment. Et donc ça te permet de rentrer dans une démarche plus itérative et de tester un maximum de choses, voir des retours d'expérience concrets et pouvoir itérer dessus. Le lien que tu fais avec la performance, plus directement, ce serait quoi ? La performance, elle est... Je sais que j'ai des confrères qui vendent leurs prestations en disant la boîte va être plus performante après. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Parce que, encore une fois, c'est un outil. Je peux te vendre la meilleure perceuse du monde. Si tu ne sais pas l'utiliser, bah, tu ne vas pas être un menuisier plus performant, quoi. Elle va peut-être tomber un peu moins en panne, des choses comme ça, oui, peut-être. On peut des fois avoir des aspects de performance financière, parce que tu vas permettre de réduire le nombre de mètres carrés tout en améliorant l'expérience collaborateur. Et donc ça, c'est plein de boîtes, notamment grâce au télétravail, qui réduisent leur surface, mais qui ne veulent pas dégrader l'expérience collaborateur. Et ça, on y arrive très bien. Donc là, tu as une performance financière immédiate, ou des fois, tu sous-loues, des choses comme ça. Tu peux arriver à des éléments financiers. Sur la performance de la boîte, je pense que là où tu peux avoir le plus d'impact en termes de performance, c'est quand tu as un impact commercial. C'est-à-dire que quand tu fais venir des clients, et là, tu peux créer une expérience client qui va contribuer directement à ta performance commerciale. Ça, on peut le mesurer. Et sur certains clients, on l'a vu, ça fonctionne. J'ai un client auquel je pense, qui n'invitait pas du tout ses clients dans ses bureaux, pourtant plutôt centraux, etc. Mais parce qu'en fait, il n'était pas fier de ses locaux. On a travaillé complètement, on a complètement refondu les espaces avec ça en tête. On a créé des vrais parcours pour les visiteurs et maintenant, il organise plein d'événements, il amène plein de clients et il l'a dit lui-même, il dit ça nous aide dans notre prospection et dans notre closing. Et donc là, tu peux y mettre un impact de performance. Après, sur les aspects de pure productivité des équipes, la rétention, etc., on peut évaluer des impacts de contribution, mais honnêtement, si tu peux refaire complètement tes locaux. Si tu as un management toxique, ça aura zéro impact. Voire même des fois, ça a un impact négatif parce que tu dis, ah ouais, ok, ils ont refait les locaux, mais en fait, à côté de ça, donc c'est presque vu comme contradictoire. Donc, oui, tu peux... Moi, je suis profondément convaincu que tu améliores la productivité et que tu améliores l'efficacité, justement, en enlevant tous ces irritants, en créant ce sentiment-là. Mais est-ce qu'on est capable d'y mettre des euros dessus ? Honnêtement, pour l'instant, en tout cas, nous, on n'a pas réussi à faire quelque chose qui soit fiable au sens de mettre ça dans un BP, quoi. Bien sûr. Je suis assez convaincue, hein. Je te challengeais un petit peu. Mais c'est un vrai sujet parce que on parle de projets qui sont, voilà, qui peuvent représenter un investissement conséquent pour les entreprises. Et donc, la question du ROI est hyper centrale. Et moi, je la promeut beaucoup et on est les premiers à essayer de modéliser des retours sur investissement. Mais dans les faits, ce qu'on voit, à part sur la partie purement financière quand on travaille sur les superficies, c'est plus une conviction de contribution à cette expérience collaborateur et elle, dans laquelle des fois tu peux y mettre des euros concrets en disant si on réussit à réduire la rétention ou à améliorer notre attractivité, voilà combien on va gagner. Ce qui est assez intéressant à faire comme calcul. Bah c'est tout. Quand je te dis je te challenge, c'est pour ça. C'est que je suis assez convaincue du fait que on peut pas. Il y a des choses où on peut pas tout de suite mettre des euros dans un tableau Excel et effectivement le mettre dans une ligne du business plan. Pour autant, quand on enlève les irritants, quand on est content, quand on a des espaces pour partager, ça contribue à l'expérience collaborateur.
Donc ça fait pas tout, mais ça fait qu'on peut passer des bons moments, qui fait que peut-être on va rester plus longtemps dans la boîte, et donc moins de turnover, c'est des coûts directs en fait. Donc donc on peut pas nécessairement effectivement mettre un chiffre dans une case, et pour autant je suis assez convaincue que ça contribue. Donc c'était pas du tout. Ce qui est assez intéressant à faire sur ce sujet-là, c'est déjà de savoir combien coûte un départ, de le calculer réellement, et pas juste de prendre une donnée du marché, de savoir combien nous coûte un recrutement, et de mettre ça effectivement dans une matrice avec un taux de turnover, etc. Déjà pour comprendre finalement combien nous coûte tout ça. Et 8 boîtes sur 10 que je connais ne le mesurent pas réellement. On sait que ça coûte cher, mais on ne sait pas exactement combien en euros ça nous coûte. Alors que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça à faire comme calcul. Et derrière, ce que je trouve super intéressant, c'est de se dire, finalement, si on réussit à, par exemple, baisser le taux de turnover à temps, gagner quelques points, on ne va pas le diviser par 2, combien est-ce qu'on économise ? Et ça permet finalement de se dire, ok, finalement, si j'investis, disons que ça me fait que si je baisse de 3 points, ça me fait économiser, je dis n'importe quoi, 200 000 euros. Si j'investis 100 000 euros, la moitié, pour essayer d'y arriver, ou même des fois moins, disons 25 000 euros pour y arriver, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Et déjà, c'est pas garanti, mais tu te mets dans une logique qui est finalement assez pragmatique. Tu mesures les choses et tu te dis, est-ce que je suis prêt à investir pour baisser ce taux-là ? Et quel est mon ROI si j'y arrive ? Super intéressant. Et déjà, ça te permet de te dire aussi pour calibrer combien tu es prêt à investir. Idem sur les stratégies de réduction de mètres carrés. J'ai beaucoup de clients, ce qu'ils font, c'est ils savent qu'ils vont économiser, je dis n'importe quoi, 500 000 euros sur leur loyer par an. Ils décident de réinvestir la moitié dans l'amélioration de l'expérience collaborateur. Donc, tu as 50%, tu améliores ton expérience collaborateur, et donc potentiellement tu crées d'autres gains parce que tu réduis ton turnover et tu augmentes ton attractivité. Et les autres 500 000, les autres 50%, c'est de l'économie directe pour l'entreprise. Je trouve que c'est plutôt une bonne approche. J'ai envie de dire que c'est plutôt la nôtre, puisque chez Xelia, on est en train effectivement de repenser nos locaux parce qu'on va rendre effectivement un certain nombre de baux, et effectivement, nous, on cherche plutôt à dire qu'est-ce qu'on va faire avec les mètres carrés qui nous restent et comment optimiser pour justement que l'expérience collaborateur soit la plus sympa possible, finalement, donner aussi envie de passer du temps ensemble au bureau, parce que finalement, travailler, finalement, on le fait très bien chez soi pour la concentration, mais pour créer autre chose, une autre expérience justement dans le fait de venir dans les locaux. Donc moi, je suis archi convaincue. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, il y a eu c'est aussi avec l'expansion du télétravail qu'on a libéralisé il y a quelques années, il y a 4 ans, et donc nous, les gens choisissent de venir ou pas. Mais du coup, évidemment, dans le dimensionnement des locaux, ça joue, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Toi, qu'est-ce qui te semble important justement à prendre en compte pour les entreprises qui pensent à passer au flex ou à l'hybride? C'est quoi les réflexions qui doivent mener? Moi, vraiment, le conseil que je donne, c'est qu'il faut créer les conditions pour que ça marche. C'est-à-dire juste dire, on fait 2 jours de télétravail par semaine. Évidemment, il y a une espèce un peu d'organisation qui se met en place, mais finalement, chacun fait un peu sa petite orga, perso, à la fois d'un point de vue équipe et d'un point de vue personnel. Mais finalement, on ne crée pas un modèle qui est co-construit. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est de travailler ça à la maille de l'équipe. Et que l'équipe co-construise un modèle d'organisation qui matche avec les contraintes personnelles, parce que du coup, effectivement, les contraintes personnelles ont un rôle important dans les choix des jours de télétravail, etc., notamment pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des passions à côté, etc., qui aiment bien pouvoir s'organiser. Finalement, tu crées un modèle équilibré entre les besoins de l'équipe et sa mission, et toi, tes besoins personnels. Quelque chose qui est posé sur la table et qui est conscient, dans lequel tu comprends qu'un tel, effectivement, il a telle contrainte, et donc tu crées cette organisation qui va matcher, et en même temps, c'est quoi notre mission en tant qu'équipe, et de quoi on a besoin pour y arriver. On a même, d'ailleurs, je pourrais le partager pour ceux que ça intéresse, on a créé un canevas, et finalement une méthode pour atelier d'animation d'équipe,
qui permet d'y arriver. En 2 heures, tu mets ça en place. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. C'est vraiment de donner la main, et notamment aux managers, de co-construire ce modèle hybride pour pouvoir arriver à quelque chose qui fonctionne. Donc, quels sont nos rituels, quels sont nos moyens de communication? Est-ce qu'on a des jours effectivement sur site ou pas? C'est pas obligatoire. Il y a plein d'équipes qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas tout le monde est là le mardi là-dessus. Finalement, les jours où on est sur site, qu'est-ce qu'on fait? Tu le disais, quelle est la valeur ajoutée par rapport à venir au bureau par rapport à la maison? Et j'ai un partage complet de compréhension des enjeux de l'équipe et de mes collègues. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et les équipes qui font ça marche hyper bien, l'hybride. Le 100% télétravail, c'est encore une autre chose, parce que ça nécessite d'avoir une structuration, un niveau d'écrit et de formalisation qui est très élevé. Et ça ne correspond pas à tout le monde. Mais sur l'hybride, ça marche très bien. Et après, il y a la question du flex, donc le fait d'avoir un bureau qui n'est plus attribué. Ça devient un standard, parce qu'effectivement, toutes les boîtes qui font du télétravail, tu te rends vite compte que tu n'as pas besoin d'avoir un bureau attribué. Et ça, je pense que c'est beaucoup d'accompagnement pour finalement comprendre que, ok, je perds mon bureau attribué, qui est pour beaucoup une sorte effectivement, de perte, mais finalement, qu'est-ce que j'y gagne? En quoi, justement, les mètres carrés investis dans la réduction du nombre de bureaux va permettre justement d'avoir beaucoup plus d'espace, de vie, de convivialité, de réunion. C'est qu'il y a beaucoup de problèmes de saturation de salles, etc. Et finalement, de bien expliquer le bénéfice autour de ça, et plus tu vas intégrer les collaborateurs là-dedans pour qu'ils comprennent ça de manière tangible, mieux ça se passe. Chez Celine, vous êtes 12, ouais. C'est ça? Bon. Donc, du coup, quelle expérience collaborateur? Parce que là, on parle de ce que toi, tu as vécu et de ce que tu vois potentiellement chez tes clients, mais toi, en tant que cofondateur, finalement, tu as envie d'offrir. C'est quoi l'expérience collaborateur que tu as envie d'offrir à ton équipe, au-delà des locaux qui doivent être super, j'imagine? On essaie de ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés, ouais. Même si du coup on itère aussi beaucoup là-dessus pour essayer de trouver la formule, parce que l'équipe elle grandit, donc tu as des nouvelles personnes et tu intègres des nouveaux besoins. En quoi il fait bon travailler chez Slim? Moi, là, et c'est marrant parce que j'étais une de nos directrices marketing, elle est en congé maternité. Elle vient d'avoir son petit bébé d'ailleurs, que je salue, petite Chiara qui est arrivée. Et donc, on a recruté son remplaçant en CDD, et je faisais un point avec lui, il est là depuis 2 mois. Et il m'a dit, en fait, je me sens que je peux exprimer ma créativité, et j'ai de la liberté pour ça. Et ça, pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire, parce que fondamentalement, pour moi, c'est ce que je veux donner aux équipes. C'est de la liberté de faire ce qu'ils pensent qui est bien pour la boîte. Et je crois beaucoup à ça. On est exigeant, on attend beaucoup de nos équipes, parce qu'on veut délivrer la meilleure expérience client possible, on veut continuer à grandir. Mais vraiment, la contrepartie de ça, c'est que tu as une vraie liberté de faire ce que tu penses qui est bien chez Celine, avec un vrai droit à l'erreur. Et pour le coup, je suis le premier à assumer mes erreurs devant tout le monde. Et l'équipe l'assume aussi quand il y a une erreur qui est faite. Même quand il y a des impacts financiers, on essaie juste d'apprendre et de ne pas leur refaire pour justement donner cette liberté-là. Et moi, si tu as cette âme d'intrapreneur, tu vas t'éclater chez Celine. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'avaient pas forcément cette âme-là et qui attendaient des choses très cadrées, très, très structurées, et qui étaient un peu perdus. Parce que finalement, je me souviens, si je reprends l'exemple de Pascal, quand il est arrivé, il venait voir, il me disait, du coup, là j'avance sur... Et je lui dis, non, mais dis-moi. Je t'ai expliqué tous nos enjeux, je t'ai expliqué là où on en était, je t'ai donné un peu une idée du budget qu'on est prêt à investir. Pour moi, dis-moi sur quoi tu penses c'est le plus important de travailler. Et après, il y a un échange qui s'installe, etc. Et on prend souvent des décisions ensemble, mais il y a plein de choses dans lesquelles l'équipe prend des décisions toute seule, voire même des décisions qui coûtent de l'argent. Tout le monde a la carte bleue de la boîte. Et il n'y a jamais eu un abus en 5 ans. Au contraire, même des fois, je leur dis, mais attendez, là, vous êtes pris la tête pour pas dépenser
pour gagner 50 euros, mais vous avez mis un niveau de complexité super fort, alors qu'on aurait pu dépenser un petit peu plus et ça aurait été plus simple. Non, mais attends, on ne se rend pas compte. Et des fois, c'est moi qui suis obligé de le dire, allez-y. Mais je pense qu'à partir, tu vois, typiquement, ça c'est un bon exemple, à partir du moment où tu donnes la carte bleue de la boîte, les gens, ils prennent cette responsabilité-là. Et ils comprennent que ils sont face à leur décision de je la fais cette dépense ou pas. Et finalement, quand tu te plantes pas trop dans ton process de recrutement, les gens ils prennent les bonnes décisions. Donc c'est vraiment ça qu'on veut donner. Et après, je suis hyper humble. Il y a plein de fois où on n'y arrive pas, ou des fois je suis sous stress et je m'occupe pas assez des équipes. Enfin, là je raconte la belle histoire, on est en mode podcast. Mais voilà, je suis en permanence, on fait des erreurs quotidiennes sur tous ces sujets-là. Je prends conscience de plein de choses et on essaye d'améliorer, d'optimiser. Et je pense qu'il faut être très très humble sur ces sujets-là. C'est quoi ton axe d'amélioration majeur? Celui où tu dis là, c'est le truc prioritaire sur lequel il faut qu'on travaille en tant qu'organisation. Je pense qu'il faut qu'on passe plus de temps en management. On est très très centré sur nos clients. On met beaucoup d'énergie sur nos projets clients. Et je pense que notre temps passé à s'occuper de nos équipes, au développement de notre équipe, est pas suffisamment fort. Ils ont un niveau d'engagement énorme. Ils méritent qu'on passe plus de temps avec eux. Et je pense que c'est ça qui est dur dans l'entrepreneuriat. Tu vois, quand j'étais salarié, finalement, je produisais rien. Je faisais des réunions, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose c'était vraiment moi qui produisais. J'animais une équipe, j'étais en soutien de l'équipe, et c'était 90% de mon temps. Beaucoup en transverse d'ailleurs, parce que j'étais dans un rôle de transformation digitale, donc beaucoup à aider l'équipe à débloquer des situations en transverse et à faire progresser l'équipe. Le jour où tu es entrepreneur, si toi tu fais pas grand-chose, il se passe pas grand-chose dans ta boîte. Et ça c'est dur parce que tu as un rôle opérationnel très fort, mais en même temps, dès que tu commences à recruter, il faut que tu t'occupes des équipes. Et ça, c'est l'équilibre que je trouve vachement difficile à trouver. Et donc s'occuper des équipes, c'est aussi c'est passer du temps one-to-one, c'est organiser les choses, c'est répondre aux problématiques qui apparaissent de manière peut-être un peu plus forte. Mais c'est surtout passer plus de temps avec les gens. Pas sur des sujets opérationnels, je parle. Parce qu'on passe beaucoup de temps sur des sujets opérationnels, mais vraiment sur le fameux one-to-one où tu ne parles pas boulot au sens projet, to-do list, mais plutôt comment tu te sens, qu'est-ce qui freine, c'est quoi les sujets sur lesquels on peut t'accompagner, etc. Ça, c'est vraiment mon souhait sur 2025, d'être capable de dégager beaucoup plus de temps pour le faire. Sur la partie recrutement, tu en as un tout petit peu parlé d'ailleurs. Comme vous n'êtes pas beaucoup, c'est vrai que chaque recrutement compte, comme dans toutes les boîtes, mais quand une boîte est petite, vraiment chaque recrutement, je pense qu'il est pesé, sous-pesé, parce qu'on se dit j'ai un peu moins le droit encore que les autres à l'heure de casting, parce que ça va tout de suite se sentir, tout de suite se voir. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton choix d'un futur collaborateur? Le sujet du recrutement, je pense que c'est le sujet qui m'a mis le plus en échec depuis que j'ai créé Slim. C'est hyper difficile parce que tu as une boîte quand tu crées une boîte, c'est un objet qui est très mouvant. Ta culture est en train de se créer assez naturellement. Tes besoins en termes de polyvalence et de compétences, ils évoluent. Tu t'adaptes en permanence par rapport à ton marché. Et donc finalement, je trouve que c'est vraiment difficile. Mais mes apprentissages les plus forts, c'est qu'il faut recruter des personnels, il faut recruter des gens et pas des compétences. C'est vraiment ce que j'ai appris et maintenant bien sûr on valide les compétences techniques, je ne vais pas dire qu'on ne le fait pas, mais finalement on cherche des personnalités et on met beaucoup plus d'efforts pour sentir ce fit humain, cette personnalité-là. Et on met beaucoup à profit l'équipe. Il y en a plein
voilà, on fait des petits déj systématiques avec les candidats, on passe du temps avec eux sur des moments informels, ce qui nous permet de vraiment sentir ces personnalités-là et sentir de voir si on va créer cette alchimie. Et ça, je pense que c'est vraiment le point. Et depuis qu'on fait ça, je ne dirais pas qu'on ne s'est pas trompé, mais on s'est moins trompé. Et surtout maintenant, aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça et c'est resté dans ma tête, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et maintenant, j'applique ça systématiquement. Si moi ou n'importe qui a un doute, on ne recrute pas. Et parce que chaque fois que quelqu'un dit petit truc, je le sens pas. Mais je mets pas mon veto, mais je suis pas à 100%. Chaque fois, ça s'est mal passé. Alors que chaque fois que tout le monde a dit go, pas de doute, etc., finalement, ça se passe très bien. Et ça, je pense que c'est aussi de pas, on fait des scorecards, où tu mets des critères, etc., etc. Finalement, on a un peu arrêté ça. Maintenant, le vrai sujet, c'est essentiellement celui-là. Si quelqu'un a un doute, on dit stop. Et des fois, c'est hyper frustrant parce que t'as la personne, elle est juste parfaite, mais quelqu'un a un doute et du coup, t'as l'impression de repartir à zéro. Mais je pense que c'est une bonne remarque. C'est aussi une boîte hollandaise qui m'avait dit la question qu'ils posent à tous les gens qui sont en entretien, enfin au sens entreprise, c'est est-ce que tu irais boire une bière après cet entretien avec le candidat? Et s'il y a quelqu'un qui répond non, stop. Et je trouve ça super intéressant. Au début, je trouvais ça un peu ludique, mais bon, un peu extrême. Et au final, je comprends pourquoi ils font ça. Ouais. Parce que tu veux créer cette... Alors des fois, ça t'amène un truc où tu as des typologies de profils qui sont trop rapprochées. Mais en même temps, moi, je vois, on a une très grande diversité de talents, d'origine, d'histoire, de niveau d'études, de compétences, alors que finalement, on valide essentiellement les gens au fit. Donc je pense que c'est pas tant une histoire, c'est plutôt des personnalités. Ouais. Et tu peux trouver des gens qui fit hyper bien en termes de personnalité, mais avec une grande diversité. Ouais, j'entends qu'en fait, une fois qu'on a validé les compétences et qu'on s'est dit ça, c'est OK, parce que c'est quand même la base malgré tout. Complètement. Ensuite, est-ce qu'en fait, j'ai envie de bosser avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de passer 8 heures par jour avec cette personne? Et c'est exactement ça. Donc, j'avais déjà entendu cette histoire que tu évoques avec est-ce que j'irai boire un coup avec cette personne, sans dire ça va devenir mon meilleur pote. Mais en fait, je vais quand même passer 8 heures par jour avec cette personne. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Donc, est-ce qu'elle m'intéresse? Est-ce que c'est quelqu'un qui éveille chez moi une certaine connivence? Et tu as tout à fait raison de dire, on n'est pas là non plus pour partir en vacances ensemble. Si ça arrive, tant mieux. C'est ça, mais c'est pas l'objectif. Mais c'est Exactement. plutôt de valider ça. Et surtout dans une boîte où t'es peu, ou dans une équipe où t'es peu. Mais finalement, j'entends beaucoup des boîtes où ils sont plusieurs centaines, où ils appliquent ces principes-là. Ouais. Donc je trouve que c'est assez important. Et je trouve aussi sur le sujet des compétences, parce que c'est vrai que ça reste très important. Moi, je trouve qu'il y a les compétences à date. Mais ce que j'essaie beaucoup de creuser, c'est comment les gens apprennent. Comment est-ce qu'ils vont? Parce qu'on sait que le sujet des compétences est extrêmement... les compétences d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. C'est de comprendre comment les gens apprennent, voir comment est-ce qu'ils évoluent dans ce contexte-là. Et des fois, c'est tout simplement en posant la question de comment tu apprends. Et des fois, ça m'est arrivé de ne pas valider les candidats parce que je sentais que finalement, il n'y avait pas cette passion d'apprendre. Et je trouve que ça, c'est indispensable aujourd'hui. Parce que tu as un risque de rester bloqué là où tu en es, ou alors que ce soit moi qui suis obligé de dire à la personne, il faut que tu progresses, il faut que tu acquières tel ou tel type de compétences. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui dans l'équipe, c'est que les gens, ils s'identifient hyper en autonomie les sujets sur lesquels il faut qu'ils apprennent. Et ça, c'est génial. Et après, par contre, on les aide à le faire. Mais c'est eux qui sont... et qui initient pas mal de choses là-dessus. Et ça, je trouve ça génial. Oui, parce que tu as raison, les compétences vont évoluer. Donc aujourd'hui, tu fais un métier qui va probablement peut-être disparaître ou vraiment évoluer. Et le fait de ta capacité à t'adapter, à être curieux et avoir envie tout simplement de suivre un peu le mouvement, ça va évidemment jouer dans ta propre évolution aussi. Le fait de pouvoir être toi acteur aussi de ta propre évolution. Complètement. On parle beaucoup d'IA en ce moment sur l'évolution des métiers. Si je donne un exemple, on a des archis.
donc des architectes d'intérieur, le sujet de comment tu utilises l'IA intelligemment, eh ben, il est hyper important. Et on en a qui testent des choses et qui réfléchissent à ça. Et qui amènent un peu aussi des éléments concrets de ça peut faire ça, ça peut aider là-dessus mais pas là-dessus. Aujourd'hui ça en est là, mais on va continuer à suivre le sujet parce que ça évolue vite. Et finalement, ils ne sont pas en train de dire ah non, mais nous, ça, ça va détruire notre métier donc je ne le regarde pas. Bah non, c'est oui, si j'évolue pas, ça peut détruire mon métier. Et donc finalement, c'est comment je deviens un meilleur architecte. Comment j'intègre grâce à ça. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un bon exemple. Quand tu regardes dans le rétroviseur, même si c'est pas très, très vieux, mais quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu as finalement une longue expérience en tant que salarié. Et puis là, tu es chef d'entreprise depuis 5 ans. Qu'est-ce qui, pour toi, peut-être, tu te dis, bah, c'était mieux avant et qu'est-ce qui est plutôt mieux maintenant? La plus grande différence que je vois entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est pas le temps de travail. Je pensais que ce serait ça. Je pensais que je travaillerais encore plus. Déjà, je travaillais beaucoup, mais j'avais un peu peur de travailler encore plus. Finalement, en temps de travail, je pense que même, parce que j'ai eu plusieurs enfants depuis, finalement, je pense en nombre d'heures, je travaille moins. Par contre, la charge mentale n'a rien à voir. Et ça, on a beau te le dire. Eh ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Il n'y a pas grand-chose qui te prépare à ça. Et ça, c'est vraiment la plus grosse différence que je vois, c'est que, j'en parlais tout au début, la déconnexion est beaucoup plus difficile. Tu as toujours dans ta tête la boîte. Les problèmes, tu les vis x10. En fait, tu vis tout x10, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, tu les vis x10. Tu gagnes un super beau projet, tu as un problème de trésor, ça t'empêche de dormir toute la nuit parce que tu te dis comment est-ce que je vais payer les salaires. Donc, c'est vraiment les montagnes russes avec cette charge mentale qui est là et ce poids de cette responsabilité qui est pas simple et dans lequel il faut mettre des choses en place pour la gérer. Et ça, moi, c'est le sport, par exemple. De parler avec mes pairs aussi, ça m'aide. Mais c'est vrai que ça, c'est le truc le plus difficile. Et c'est vrai que dans le salariat, il y a de la pression, il y a du stress, il y a de l'engagement, il y a de la charge de travail, c'est évident. Mais c'est vrai que la déconnexion, en tout cas, moi, je la trouve plus simple. Et cette un peu sécurité d'avoir ton salaire. On dit souvent, on n'est pas un hôpital, on ne sauve pas des vies. Et ça, c'est totalement vrai, mais quand même, des fois, tu as des risques de ne pas payer les gens. Tu ne vas pas les tuer, mais tu peux les mettre dans des situations très inconfortables. Tu es charge d'âme, c'est sûr. Exactement. Et tu ne veux pas créer cette charge mentale-là aux gens. Et c'est vrai que pour moi, c'est la plus grosse différence que je vois. Mais par contre, la liberté de l'entrepreneuriat, c'est formidable. Pouvoir faire ce que tu veux. Alors, tu fais jamais ce que tu veux, mais pouvoir créer quelque chose, d'avoir une idée un peu folle et de pouvoir... finalement, tu as tes 2 mains et tu te dis, bah, finalement, avec tes 2 mains, tu peux faire beaucoup de choses. Et ça, c'est formidable. De pouvoir amener ta boîte, on le disait, on a créé une boîte d'aménagement de bureau pile poil pendant le Covid. On a pivoté sur le télétravail, on a créé un beau succès sur le télétravail, quand finalement on s'est rendu compte que le sujet était quand même hyper centré sur le bureau, enfin, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. On a repivoté dessus. Alors c'est dur, c'est pas simple, mais au moins t'as tout en main. Et ça, c'est assez formidable. Et tu vois, même en termes de com, on a fait des coups de com assez marrants. On a mis des bureaux suspendus dans les airs, accrochés à un parapente. Là, on a fait un truc, on a monté une de nos cabines acoustiques en haut d'une montagne. Bah ça, voilà, c'est des idées, c'est des délires, c'est de la vision. Et finalement, tu vas passer juste du temps à le faire et pas à devoir convaincre 50 personnes que c'est la bonne idée. Et finalement, t'épuiser à le faire. Et ça, c'est formidable. C'est cool. Ce que j'adore dans l'entrepreneuriat. Donc, et si c'était à refaire, j'y retournerais 200%. Plus tôt ? Je sais, c'est une bonne question. Je sais pas. Je me suis lancé à 35 ans. Je trouve qu'il y a tous les âges sont bons pour entreprendre. Moi, je suis lancé du coup avec un certain bagage, un réseau.
certaines compétences, mais avec plein d'autres contraintes, comme une famille, des crédits à payer, etc. Donc, je sais pas. En tout cas, pour moi, j'estime que c'était le bon moment. Est-ce que j'aurais pu le faire plus tôt? Sûrement. Mais finalement, je suis content de l'avoir fait à ce moment-là. Et je suis hyper content de toute ma vie professionnelle jusqu'à présent. Donc, zéro regret, en tout cas. Super. On arrive à la fin du podcast. Toi, qui tu aimerais, comme Frédéric a souhaité t'entendre, toi, qui souhaiterais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance? Alors vraiment, la personne auquel je pense sur les sujets d'expérience collaborateur qui me semble super intéressant, elle s'appelle Laetitia Fauchaner. Elle est responsable, on appelle ça workplace manager, d'une boîte qui s'appelle Augury. Et je l'ai eu sur mon podcast, c'est l'épisode 2. Et c'était un super épisode sur l'expérience collaborateur parce que Laetitia, elle a mis énormément de choses en place, justement pour travailler sur l'expérience collaborateur, à la fois dans son quotidien, dans les bureaux, dans la culture, comment traduire la culture dans des actions concrètes, et aussi pour accompagner les gens, justement, sur leur santé mentale, sur plein d'éléments. Donc je pense que ça peut faire un très bon épisode. Elle a bossé dans pas mal d'organisations avec des choses très différentes, mais toujours avec ce lien vers l'employé et créer une vision très humaine, finalement, de son métier. Donc je pense que ça peut faire un très très bon épisode. Bon, très bon teasing. Merci Martin. En tout cas, merci d'être venu partager ton expérience avec nous. Un grand merci pour l'invitation. C'était cool d'être de ce côté-là du micro. Tu vois, ça change, c'est un peu plus porté. Ouais, complètement. Un grand merci en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt dans un prochain épisode de Résonance.